Vous regardez Africa Today tous les jours. Merci de nous préférer. Bonsoir à tous. Bienvenue. La mise en place d'une architecture nationale des infrastructures sociales de paix, c'est le nouveau projet qui tient à cœur le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Khalifa Gassama Diaby a communiqué là-dessus ce jeudi à la session ordinaire du Conseil des ministres. À la même occasion, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a fait pencher sur le plan d'urgence en vue de la sécurisation des routes. Les deux communications ont été bien accueillies par le Conseil qui a aussi apporté des observations. Daouda Mohamed Kamara. En attendant l'organisation des États généraux de la sécurité routière et la mise en œuvre des recommandations, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile veut minimiser, pour ne pas dire éradiquer, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels du fait des accidents de la route. D'où l'élaboration par le département de ce plan d'urgence qui propose des mesures pratiques. La conduite d'une vaste campagne de sensibilisation auprès des usagers de la route. Le renforcement des mesures de contrôle et de sanctions. Le dégagement des voies publiques anarchiquement occupées par des marchands et étalagistes. La libéralisation du secteur du contrôle technique des véhicules. La reprise du transport urbain ferroviaire des personnes. La définition d'une démarche visant à assurer la prise en charge sanitaire aux victimes d'accidents de la circulation. Quant au projet relatif aux infrastructures sociales de paix, selon le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, il tient du fait que la Guinée fait face à des défis considérables en matière de paix et de cohésion nationale. Ainsi, la phase pilote du projet se déclinera en 4 séquences. La première, qui vient d'être achevée, a porté sur la réalisation d'un état des lieux de la connaissance des facteurs de conflit et des mécanismes existants. La deuxième portera sur l'organisation d'un atelier national d'analyse collaborative des facteurs de conflit et des capacités d'intervention et d'action existants. La troisième séquence portera sur l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention des conflits, de renforcement de la cohésion sociale et de la citoyenneté, assortie d'un plan d'action sur 3 ans. Et la quatrième séquence portera sur la définition et la mise en place d'une architecture nationale de paix et du renforcement des capacités d'intervention et d'action des acteurs impliqués. Sur les 2 questions, le Conseil a décidé d'abord, pour le plan d'urgence de sécurité routière, d'ériger des barrières de sécurité sur les emprises dégagées, l'application des textes réglementaires existants et l'interdiction aux autorités l'attribution d'autorisation de construire sur les emprises publiques. Au ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté de poursuivre l'initiative jusqu'à la mise en place d'une architecture nationale des infrastructures sociales de paix et de cohésion sociale. La Guinée a célébré en différé ce vendredi la journée internationale du don de sang avec le slogan cette année « Le don de sang dans les situations d'urgence ». Cette activité vise à mobiliser plusieurs donneurs de sang en faveur des plus démunis et les personnes en situation d'urgence. C'est une initiative du Centre national de transfusion sanguine en collaboration avec le ministère de la Santé et des partenaires. Les explications de Djanka Sissi. Que pouvez-vous faire pour aider? Donner du sang, donner maintenant et donner souvent. Ces expressions sont bien en rapport avec les situations d'urgence qui affectent régulièrement les patients en besoin de sang à travers le monde. C'est pourquoi les donneurs de sang se mobilisent davantage pour sauver des vies. Si je viens ici, je donne mon sang. Il faut donner les gens malades, ils n'ont pas de moyens. Donner les gens. Pour sauver les gens. C'est avec ces dons-là qu'on vient au secours. Voilà, c'est pour sauver son prochain. Pour mieux assurer une sécurité sanguine auprès des patients, le président de l'association des donneurs de sang interpelle les autorités. D'intégrer dans leurs réflexions les opportunités qui se présentent dans le cadre de nouveaux modes de financement afin d'apporter une réponse plus adéquate aux défis de la transfusion sanguine. Et réfléchir aussi les mécanismes innovants, le financement de l'Association nationale de donneurs bénévoles de sang de Guinée. Ce qui est fait, certes, est important, mais ce qui reste à faire est encore immense pour sauver des vies. Voilà pourquoi, au-delà des efforts consentis, le besoin reste quotidien. L'analyse des statistiques montre que le déficit en sang affecte négativement l'atteinte des objectifs d'amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières,
de réduction de la mortalité maternelle et infantile, ainsi que les efforts de lutte contre le VIH-Sida. Pour répondre aux attentes, le ministère a élaboré une politique nationale de don de sang. À cette politique, le centre adhère et propose. Nous adhérons au fait qu'il faut rendre disponibles les produits sanguins, mais nous sollicitons plus d'appui de la part de l'État et des partenaires techniques et financiers, plus d'engagement de la part des communautés et des donneurs de sang. À toutes les propositions et préoccupations, le représentant du ministère de la Santé promet de rendre compte à qui de droit pour le bonheur des citoyens. L'insalubrité avec des tas d'immondices qui jonchent les coins et recoins de la capitale guinéenne devient tous les jours une réelle préoccupation pour les citoyens. Les acteurs politiques aussi face donc à cette situation compromettante pour la santé. Le président du parti PADES dénonce et propose des pistes de solutions au gouvernement. Pour Dr Ousmane Kaba, si elles sont appliquées, les gouvernants pourraient bien arriver à bout du problème de l'insalubrité qui jusque-là persiste, surtout en cette période de grande pluie. Mariam Bailou. Conakry est devenue la capitale mondiale des ordures. Ce sont là quelques mots qui décrivent la désolation du président du PADES face à l'insalubrité qui prend en otage la capitale guinéenne. Écœureux de voir cette triste réalité, Dr Ousmane Kaba ne peut se taire là-dessus. Depuis un bon moment maintenant, les Conacricas côtoient au quotidien les tas d'immondices qui jonchent les rues à divers endroits au risque de leur santé. Et pour ce député, il est bien possible d'inverser cette réalité. Nous disons aux autorités, prenez dans chaque quartier de Conakry, faites un appel d'offres, prenez des jeunes, formez-les et faites des PME, petites et moyennes entreprises par quartier. Chaque quartier, divisez Conakry en quartiers. Lorsque vous créez ces petites et moyennes entreprises, donnez-les des moyens. Un camion de ramassage par exemple, ou deux camions, 3 camions par quartier. Ça ne coûte pas cher puisqu'on est en train de distribuer des voitures à tous les imams et à tous les artistes. Ça nous permettrait d'importer 100 à 200 camions, n'est-ce pas? Le gouvernement, lui, va s'occuper du dépotoir central. Va aménager le dépotoir central pour que tout le monde puisse ramasser et aller verser dans ce dépotoir central. À côté du dépotoir central, on va mettre des industries qui transforment les déchets en électricité pour mettre sur le réseau électrique, ou bien qui transforment les déchets en engrais pour utiliser dans l'agriculture. Chose regrettable pour le président du PADES, c'est le fait que ce soit les ONG, la gendarmerie ou l'armée qui soient sollicités pour l'assainissement de la ville de Conakry. En dénonçant cet état de fait, Ousmane Kaba pense qu'avec une bonne volonté politique, l'assainissement pourrait être en Guinée un secteur pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse. Au lieu de faire ça ici, on préfère faire de la démagogie. On prend des ONG qui vont nettoyer. C'est pas le travail d'une ONG pour nettoyer. Tant que ceux qui travaillent ne peuvent pas gagner de l'argent, c'est pas une activité pérenne. Ça devient une activité démagogique. Ce n'est pas le travail des ONG, on ne le fait pas gratuitement. Ce n'est pas le travail des forces de l'ordre, ou de la gendarmerie qui, au lieu d'aller attraper les voleurs, on leur dit faites les ordures. Ça, c'est pas leur boulot. C'est ce que j'appelle de la démagogie facile. Soyons sérieux, créons des milliers d'emplois avec les ordures de Conakry, avec des milliers de jeunes. L'État a la possibilité de le faire, l'État a les moyens de le faire et nous savons comment le faire. Conakry, autrefois perle de l'Afrique, la capitale guinéenne se compte aujourd'hui parmi les villes les plus sales, en tout cas de la sous-région ouest-africaine. Eladj Mamadou Saliou Kamara et ses collaborateurs ne sont ni associés ni impliqués dans une démarche de rénovation de la grande mosquée Faisal. Cette annonce a été faite par le premier imam de la plus grande mosquée du pays à travers une interview qu'il a accordée notamment à notre rédaction. Pour lui, son équipe n'est concernée à aucune activité concernant cette maison de Dieu qui se trouve aujourd'hui dans un état déplorable. Le point avec Moussa Sefa Kamara. Autrefois classée parmi les plus belles mosquées de la sous-région, à date, Faisal présente une image peu reluisante. Dans la salle de prière, l'eau suinte de partout.
Les pots et serpillères sont installés par endroits pour absorber les gouttes d'eau. Les tapis de prière cèdent leur place au carreau. Il n'existe dans ce lieu de culte que les portes de chaussures et un quart de rangée de tapis. Selon le premier imam, cette situation est occasionnée par le mauvais comportement de certains cadres de ce pays. Le lendemain, après le départ du roi, nous avons vu les gens sur la toiture de la mosquée et cela a attiré mon attention. Après, j'ai demandé qui vous a autorisé. Je leur ai dit que diplomatiquement, nous sommes dans les négociations avec un pays pour changer l'image de cette maison de Dieu. Cependant, il y a toujours une rivalité entre les rois. Donc, je leur ai dit que si le projet est sous, vous serez les seuls responsables. Pour la rénovation de la mosquée, Mamadou Saliou Kamara s'engage de clarifier tous les jeunes d'ombre au président de la République, mais sauf un tête-à-tête avec le locataire de Cheikh Toureya. Le jour où j'aurai l'occasion d'être en face du président de la République, je lui dirai toutes les vérités. Nous allons faire en sorte que le président soit bien informé de la situation de cette mosquée. Tout récemment, une équipe s'est présentée dans le cadre de la rénovation de la toiture, mais on les a dit d'attendre l'aval du président en commun accord avec l'Arabie Saoudite. Préoccupé par cet état de fait, un SOS a été lancé par certains religieux pour venir au secours. Et déjà, les bonnes volontés en manifestent. La première, c'était Elhadj Galéan qui était venu prendre en charge la toiture qu'on avait écrit officiellement au département. On attend la suite pour nous donner l'autorisation pour commencer ces travaux. Et ensuite, il y avait Madame et Monsieur Sissoko qui sont venus ici avec, c'était le 3 juillet dernier, avec une montagne de 5 millions de francs guinéens. Alors c'est tout ce qu'on avait reçu avec un jeune Silla qui avait mobilisé 3 millions de francs guinéens en travers des réseaux sociaux. C'est tout ce que nous, en tant qu'administration générale, qu'on a enregistré ici comme assistance de bonne volonté locale pour rénovation de cette maison de Dieu. Dans un pays à majorité musulmane, l'image de cette maison de Dieu n'est-il pas une honte pour la communauté musulmane de Guinée? La question reste encore sans réponse. Comment faire de la lecture un centre d'intérêt pour la jeunesse guinéenne? C'est à cette préoccupation que l'ambassade de France en Guinée a tenté de répondre ce vendredi en inaugurant au Musée national de Sandervalia la plus grande bibliothèque numérique francophone du pays. L'ouverture de cet espace de lecture s'inscrit dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Il sera accessible aux apprenants de Conakry à moindre coût à partir de septembre prochain. Salom Kandé. Le géant du Japon est un crustacé qui vit sur les fonds de l'océan Pacifique, dans les eaux du Japon. C'est le plus grand anthropode vivant. Il peut atteindre 3 mètres d'évergure. Cette voix est celle d'une passionnée de la lecture. Elle estime que les livres sont de nos jours encombrants et coûtent très cher. Comme elle, la plupart des jeunes du pays trouvent mieux les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'ils utilisent et y tirent profit. Parce que là, quand on a là en main, au lieu de transporter des livres avec des kilos et puis c'est fatigant, voilà, c'est un peu gênant. On préfère utiliser les tablettes qui est plein de connaissances. Puisque la téléphonie n'est plus un secret pour la nouvelle génération en Guinée, l'ambassade de France profite donc de cette révolution technologique pour créer une bibliothèque virtuelle afin de promouvoir la lecture. Et le succès de la téléphonie est tel qu'on a pu constater qu'il y a en réalité plus de cartes SIM en Guinée qu'il n'y a de livres. En effet, grâce au smartphone, chacun peut se rendre compte qu'il a déjà dans sa poche, sans qu'il le sache, une bibliothèque comprenant plus de livres qu'il ne pourrait en lire durant toute sa vie.
Si la cherté des livres sert de prétexte à l'abandon de la lecture, avec l'arrivée de cette bibliothèque numérique à moindre coût, le ministre des Sports et de la Culture pense que cela devrait être une opportunité à saisir. Ça, on ne peut plus parler de cherté. On a beau flétrir le manque de revenus ou la faiblesse des revenus du Guinéen, nous ne sommes pas quand même à 25 000 francs guinéens prêts par an. Donc j'exhorte cette jeunesse guinéenne qui met beaucoup plus dans une passe par semaine que ce montant-là. Pour certains écrivains, il est important d'adapter l'évolution du livre aux exigences modernes. Le livre donc s'adapte au numérique comme la science s'adapte au numérique. Donc le livre fait partie de la vie quotidienne et le livre survivra au changement parce que c'est la qualité de l'être humain que de savoir. Cet espace de lecture sera disponible au grand public à partir du mois de septembre 2017. Le collectif des artistes Ouangaï 2020 vient en aide aux démunis de la Cité de la Solidarité. La structure a offert ce jeudi une tonne de riz aux habitants de la dite cité située à Taouya, dans la commune de Ratoma. Le geste s'inscrit dans le cadre des actions qu'entend mener Ouangaï 2020 en faveur des déshérités. Le compte rendu est signé Sa Alouyombo. Takana Zion, Singleton, Gianni Alpha et Steve, 4 figures non des moindres sur la scène musicale guinéenne qui viennent alléger la souffrance des personnes handicapées vivant dans la cité Solidarité. Au nom du collectif Ouangaï 2020, ces chanteurs ont apporté à ces déshérités une tonne de riz pour résoudre un des nombreux problèmes auxquels la cité fait face. Quand on vit pour les autres, on vit encore et encore. Et quand on vit pour soi-même, notre vie est vaine. Donc cela va de ça. Je pense qu'on est rassemblés, Yano, et pour donner l'exemple en tant que collectif d'une jeunesse africaine qui est responsable d'elle-même et qui prend soin d'elle-même. Donc tous les problèmes de la Guinée, franchement, sont le problème. L'animateur Al-Soiré ne reste pas indifférent, voyant les conditions dans lesquelles vivent ces infirmes à la cité Solidarité. Al-Soiré se joint aux artistes en apportant sa part de contribution composée de plusieurs paquets d'eau minérale. Je suis pour leur esprit, je suis pour si vous voulez, tout ce qu'ils ont envie de faire. Raison pour laquelle moi je viens vers eux pour leur dire, tiens, vous avez un frère sur qui vous aussi vous pouvez compter demain si vous avez des initiatives à prendre dans ce sens. Les responsables de la cité Solidarité n'ont su cacher leur sentiment de réjouissance face à ce don. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction pour la bonne raison que ces artistes de la plus haute classe guinéenne aient pensé aux conditions de vie des personnes démunies que sont les pensionnaires de la Cité de Solidarité. Ce geste qui est humanitaire mérite d'être salué. Le collectif Ouangaï 2020 regroupe plusieurs vedettes de la musique guinéenne qui entendent donner un nouvel élan de développement à la Guinée à l'horizon 2020. Le marché africain de la téléphonie mobile est le deuxième au monde en termes d'usagers, mais de nombreux dysfonctionnements ont été révélés dans ce secteur, notamment en Centrafrique, où les autorités ont sommé 5 sociétés de téléphonie mobile de payer une dette de 7 milliards de francs CFA à l'État. Regardez. Le gouvernement centrafricain souhaite remettre de l'ordre dans le secteur de la téléphonie mobile. Le mardi 11 juillet 2017, le ministre des Nouvelles Technologies, de la Communication et des Postes, Justin Gourna-Zako, a donné un ultimatum aux 5 sociétés que sont la Socatel, Orange, Move, Télécel et Azur afin qu'elles s'acquittent des 7 milliards de francs CFA d'arriérés d'impôts qu'elles doivent à l'État. Nous sommes dans une situation vraiment difficile en termes d'économie, en termes de charges régaliennes assurées par l'État. Les droits indirects, les taxes et autres, les opérateurs économiques qui œuvrent sur des droits dans l'État peuvent constituer un taux d'appuyer le fait que l'État. Mais lorsque ces opérateurs de téléphonie mobiles ne participent pas de cette vie-là,
ça pose un problème à l'État. Nous sommes dans une situation vraiment exceptionnelle. On ne va pas toujours attendre de la part des partenaires pour qu'ils puissent relancer notre économie. Suite à la crise politique que connaît la Centrafrique depuis fin décembre 2012, pour des raisons de sûreté intérieure et notamment d'identification des abonnés, le gouvernement a interdit aux opérateurs de téléphonie mobile de vendre les cartes SIM à la sauvette. Dans le même ordre d'idée, il a accordé un délai de 3 mois aux opérateurs pour désactiver tous les numéros qui ne sont pas identifiés. Les opérateurs de téléphonie mobile ont eux-mêmes décidé de pouvoir vendre et très rapidement ces produits-là. Et l'État a toujours dit à ces opérateurs de téléphonie de se mettre en règle, en identifiant leurs clients. Ça devrait permettre le contrôle sur les communications et autres. En ce qui concerne l'exploitation de l'Internet 3G, les responsables des sociétés de téléphonie mobile qui utilisent cette technologie sans régler les redevances doivent le faire dans un délai raisonnable afin que leur partenariat avec l'État soit gagnant-gagnant. Il est à noter que la crise sécuritaire qui perdure dans le pays depuis de nombreuses années a un impact négatif sur la croissance des opérateurs de téléphonie mobile. Certains d'entre eux ayant été victimes de la destruction de leurs infrastructures techniques à cause du conflit. En 2015, suite aux plaintes récurrentes, le gouvernement avait promis d'aider les sociétés de téléphonie à sécuriser leurs installations. Première visite officielle du président gabonais Ali Bongo Ondimba au Togo. Le chef de l'État gabonais s'est rendu le 13 juillet dernier à Lomé pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures avec son homologue Faure Gnassingbé, qui est aussi président en exercice de la CEDEAO. L'intégration sous-régionale, mais aussi la lutte contre le terrorisme étaient à l'ordre du jour. Suivez. Première visite du chef de l'État gabonais au Togo ce 13 juillet depuis son accession à la magistrature suprême en 2009. Une visite de 24 heures qui s'inscrit dans la logique de la lutte contre le terrorisme, une menace qui n'est pas que sous-régionale. Aujourd'hui, le terrorisme ne recouvre pas seulement l'espace CEDEAO, mais mord un peu sur l'espace CEAC. Donc c'était au centre de nos discussions et nous essayons de faire en sorte que ces deux organisations puissent mieux collaborer, mieux coopérer pour lutter contre ce fléau qui ne peut être combattu que dans un cadre international et régional. Outre la question de l'insécurité liée au terrorisme, le président Faure Gnassingbé et son homologue Ali Bongo Ondimba, respectivement président de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont évoqué les sujets relatifs à la coopération sud-sud. Vous vous doutez bien que nous avons des questions bilatérales, notamment questions donc de partenariat, de coopération, toujours pour le bien de nos populations et voir que nous sommes tous les deux partisans d'une coopération sud-sud. Il faut y donner du sens, il faut y donner plus de caractère et c'est donc ces sujets-là qui ont été au centre des conversations que nous avons eues. Entre 2013 et 2014, les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO ont enregistré une hausse annuelle moyenne de 18%. En 2013, le commerce intra-régional au sein de la CEMAC est estimé à 1,6% pour les exportations et à 3,1% pour les importations. Aujourd'hui, il y a lieu de protéger et de renforcer ces deux zones économiques à travers notamment la lutte contre Boko Haram. Le 14 juillet en France marque la célébration de la prise de la Bastille. Sur les Champs-Élysées ce matin se tenait le traditionnel défilé, un défilé aux couleurs de l'Amérique, et ce sont des soldats américains qui ont ouvert la marche. Le président Donald Trump et son épouse Melania étaient les invités d'honneur de cette parade militaire à l'occasion du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Revoyez les moments forts du défilé. 10 heures ce matin autour de l'Arc de Triomphe. C'est sur un commande-car et aux côtés du chef d'état-major des armées qu'Emmanuel Macron ouvre le défilé du 14 juillet. La traditionnelle descente des Champs-Élysées peut commencer. Le président français est précédé des cavaliers de la garde républicaine et entouré de motards de la gendarmerie. Tout au long du parcours, Emmanuel Macron salue la foule venue en nombre pour célébrer la fête nationale. Le protocole est millimétré. Le défilé se poursuit jusqu'à la place de la Concorde devant la tribune présidentielle. Emmanuel Macron salue ensuite les chefs d'état-major des armées. Le drapeau du 1er régiment d'infanterie de la garde lui est présenté.
Après l'hymne national, le chef de l'État peut rejoindre la tribune présidentielle où l'attend son invité d'honneur, le président américain Donald Trump. Dans les airs, la patrouille de France ouvre le défilé aérien, laissant un nuage bleu-blanc-rouge s'élever au-dessus de l'Arc de Triomphe. Les F-16 américains suivent et offrent un spectacle grandiose sous les applaudissements du président de la République. Au sol, c'est un détachement américain qui ouvre le défilé à pied. Parmi les militaires, 5 ont revêtu l'uniforme des Samis, les soldats de l'oncle Sam de la Première Guerre mondiale. C'est ensuite au tour des différentes écoles militaires, puis aux hommes de la Légion étrangère d'arriver sur la place de la Concorde. Sous les yeux des deux dirigeants, c'est avant tout l'histoire qui défile. L'histoire d'une amitié franco-américaine, comme l'a rappelé Emmanuel Macron à la fin des célébrations, saluant l'entrée en guerre des États-Unis il y a tout juste 100 ans. Un des temps forts du défilé, la musique du groupe Daft Punk, revisitée par la garde républicaine. Une prestation étonnante qui a visiblement plu à Emmanuel Macron. À Jérusalem, 3 assaillants ont tiré ce matin sur des policiers israéliens. 2 d'entre eux ont succombé à leurs blessures. Une attaque qui a eu lieu dans la vieille ville. Le moufti du Jérusalem a été interpellé par la police qui lui reprochait de continuer à appeler les fidèles à converger vers la mosquée d'Al-Aqsa, fermée par les autorités israéliennes. Regardez. Il est un peu plus de 7 heures à Jérusalem. 3 assaillants ont ouvert le feu sur des policiers israéliens près d'une porte de la vieille ville. Ils ont ensuite pris la fuite vers l'esplanade des mosquées. Les unités de police sont immédiatement intervenues. Les 3 terroristes ont été abattus. Nous pouvons confirmer qu'ils étaient armés, qu'ils avaient des armes automatiques Carl Gustav ainsi que des couteaux. Les assaillants ont été identifiés. Il s'agit de 3 Arabes israéliens originaires du nord du pays. Grièvement blessés, 2 policiers ont succombé à leurs blessures quelques heures plus tard. Le 3e a été légèrement blessé. Après cette attaque, qualifiée d'extrêmement grave par les autorités israéliennes, l'esplanade des mosquées a été bouclée pour la journée. Une décision dénoncée par le grand moufti de Jérusalem. La police nous empêche d'entrer dans la mosquée. C'est inacceptable. Nous devons y accéder, à cette mosquée et à toutes les mosquées aujourd'hui. Ceci est une agression israélienne contre la mosquée Al-Aqsa et contre la ville de Jérusalem. D'après son fils, le grand moufti aurait ensuite été arrêté par la police israélienne. Cette attaque à l'arme à feu, la première depuis des années dans la vieille ville, pourrait raviver les tensions à Jérusalem. Signe de l'inquiétude qu'elle provoque, le Premier ministre israélien et le président palestinien se sont entretenus au téléphone. Mahmoud Abbas a condamné l'attaque et exprimé son rejet de tout acte de violence. Benyamin Netanyahou a lui appelé au calme. Et c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme chez vous. Au revoir.